Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous qui avez pris le rendez-vous de cette émission matinale, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Bon nombre d'entre nous ont eu la chance de grandir avec des frères et sœurs. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez toujours eu une bonne relation avec vos frères et sœurs? Comment est-ce que vous avez pu trouver votre place dans cette fratrie-là? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui sur la cour commune de ce mercredi. Nos invités vont partager avec nous leurs expériences et leurs avis également sur le sujet. Je suis avec ce matin coach Samson Aholoupe. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Merci d'être avec nous ce matin. Alors également sur le plateau, Alilatou Draman. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va, merci. Sur le plateau, à côté de vous, Alilatou Draman, nous avons Roger Lumedjino. Bonjour, Roger Lumedjino. Bonjour, madame journaliste. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Ok. Un plaisir de vous retrouver également. Vous êtes enseignant à la retraite. Alors, chers invités, vous avez combien de frères et sœurs? Et si vous devriez décrire la relation que vous avez avec eux, ce serait quoi? Peut-être juste en quelques mots, en 2 mots. Merci. Moi, j'ai un frère. D'accord. Donc, nous sommes 2 garçons. C'est vrai que la différence d'âge qu'il y a entre nous, c'est à peu près une vingtaine d'années. Waouh! Donc, du coup, il n'y a pas une relation extraordinaire. Mais on sent un fossé entre nous deux, compte tenu de l'âge et aussi compte tenu de niveau de vie et tout, puisque c'est moi qui dois réagir et tout. Voilà. De toute façon, ça va. Ça va, oui. Tout dépendra de moi. Allez, là. J'ai 5 frères et sœurs. Nous sommes 6. Oh, c'est une belle expérience. Je dirais attention et complicité. Très bien. Roger Lumedjino? Moi, j'ai une dizaine. D'accord. Bon, ça évolue là. mais ça se passe très bien. Très bien. Parce que là, il y a un élément essentiel. Les liens de sang. Ouais. Qu'il faut sauvegarder, coûte que coûte. Alors, l'autre aspect avec vous, c'est que vous avez également des enfants qui sont grands, oui. Ils sont combien? Ils sont seulement 2, Bon. avec 3 petites filles. 3 petites filles. Ah oui, très bien. Alors, quand on parle de fratrie, chers invités, vous y mettez qui et qui, Alilat? J'y mets mes frères et sœurs. Moi, j'y mets la famille très proche. Frères et sœurs, surtout ceux qui ont été éduqués par mes parents. Donc, ça peut être directement de mêmes parents ou des enfants qui ont été... Bon, ici, je ne parlerai pas d'adoption, mais... qui ont été gardés dès le bas âge par mes parents. C'est vrai que chez nous, c'est monnaie courante. Même si ce ne sont pas vos enfants en direct, vous avez quand même des enfants avec vous qui grandissent avec les enfants, les autres enfants. Samson. Oui, je pense que c'est au-delà du sang, du lien de sang. Il y a certaines adoptions, il y a des parents qui amènent, peut-être compte tenu de la relation qui les lie, je veux parler des amis, parents amis, qui amènent leur enfant. Du coup, si tu n'arrives pas à faire vraiment la différence, on ne fait pas de distinction en fait, ce que je veux dire. Donc, moi, je mets tout cela quand même dans la fratrie, puisque on partage beaucoup de choses. On partage au-delà de ce qui est pour la petite famille. On discute d'une certaine chose. On appelle tout le monde, on est frères et sœurs. Donc on implique tout le monde, même si c'est entre griffes. Entre griffes, oui. Roger Lumedjino. C'est vrai, lorsqu'on a des frères et sœurs, c'est d'abord les liens de sang, les liens de région, les liens de nation et les liens humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis d'Abomey et que je me retrouve au nord, je retrouve un bonhomme d'Abomey, je dis que c'est mon frère. C'est ça. On est en Europe, je retrouve un Africain, je dis que c'est mon frère. Et au-delà de tous ces liens, il y a ce qu'on appelle la fratrie humaine. Nous sommes tous issus d'un ancêtre commun, c'est Lucie. Et par conséquent, les Africains, les Noirs, les Jaunes, tous, nous sommes des frères.
Absolument. Pour l'instant, nous allons quand même essayer de trouver notre place au sein de notre famille, au sein de notre famille proche. Alors, quand on grandit, déjà, je vais rester avec Roger Lumegino. Quand on a un premier enfant, quel lien on tisse avec ce premier enfant d'abord, avant de parler des autres qui vont venir? D'abord, c'est un miracle que de se reproduire. Et devant ce miracle, on est, je dis, stupéfait. Et c'est des liens très forts qu'on tisse avec cet enfant-là. Parce qu'on estime que c'est un autre soi-même que l'on trouve devant lui. Et on s'étonne comment ça s'est passé. C'est pour ça qu'on pose la question à Dieu, comment tu as fait pour que je me reproduise moi-même. Soit c'est une fille, soit c'est un petit garçon. Oui. Et vous vous étonnez. Et vous dites que, est-ce que c'est de moi que sort ce... Je ne veux pas dire cet objet, mais ce petit être-là. Et on est surpris, mais on est séduit et on est à la fois très content. Donc, c'est des liens très forts qu'on tisse avec cet enfant-là. Je dirais même une complicité qu'on ne peut pas décrire. Parfois, on a envie de dormir avec lui. Parfois, on a envie de sortir avec lui. Parfois, on a envie de parler avec lui. Et souvent, on parle avec lui. Est-ce qu'il entend? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, Alilatou, est-ce que vous êtes l'aîné? Non. Est-ce que vous avez eu la chance? Est-ce que vous avez eu la chance de voir peut-être comment est-ce que ça s'est passé le premier, troisième position? Bon, c'est vrai que c'est un peu quand même éloigné la relation qu'avait l'aîné avec les parents. Pas vraiment, parce que oui, il y avait l'aîné et au même moment, mes parents avaient encore un neveu qui a été pris dès le bas âge. Donc, j'avais 2 aînés. Donc, j'ai grandi en voyant 2 aînés jusqu'à un certain moment où ils ont rejoint un lycée loin de nous. Donc, j'ai grandi pas en passant assez de temps avec eux. Mais tout s'est bien passé. Les aînés sont considérés... J'ai vu mes parents les considérer comme ceux qui doivent donner l'exemple. Donc, vous voyez, surtout quand c'est des garçons, à un moment donné, on commence à être strict avec eux pour qu'ils ne fassent pas des choses peu catholiques et qu'ils n'entraînent pas leurs sœurs dedans. Très bien. Alors, avant de poursuivre, je voudrais rappeler aux amis téléspectateurs qui peuvent participer à nos échanges en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou encore nous envoyer leur message via un numéro WhatsApp qui est d'ailleurs affiché à l'écran sur le 55 01 82 91, 55 01 82 91. Alors, Samson, vous avez une différence d'âge assez, assez large avec votre frère aîné. Alors, comment est-ce que vous décririez quand même, quand vous avez grandi, cette relation-là qu'il a avec vos parents? Je peux déjà dire, c'est lui le petit frère. Et à la découverte d'un nouveau-né, c'est-à-dire le premier. Ah d'accord, c'est lui, vous êtes l'aîné. Oui. Ah d'accord, j'avais mal compris alors. Très bien. Voilà. Donc, à la découverte d'un premier venu, c'est d'accord, hein, on est d'accord que et la relation qu'il doit avoir entre ce premier enfant et les autres, en tout cas, il y a une particularité. C'est vrai, ce ne se va pas bien, ce n'est pas conseillé. On demande à ce qu'on fasse l'effort d'équilibrer les choses. Mais ça s'impose. Et les responsabilités, on confie plus de responsabilités. C'est dommage, c'est comme ça. Et on met déjà dans la tête, dans la psychologie de l'enfant que c'est lui qui doit faire ci, c'est lui qui doit faire ça, c'est lui et qui doit orienter et tout. Moi, par exemple, quand je prends mon cas, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que ma maman en a cherché vraiment. Et elle a eu un premier geste, ça n'a pas marché. Et moi, je suis venu, d'accord. Et après moi, il y a un autre, ça n'a pas marché. Et tout, donc finalement, je suis resté seul pour elle. Donc même le second, ce n'est pas pour maman, mais c'est mon frère, c'est le sang, c'est papa, c'est lui qui a tout ça. Donc, donc quand vous voyez, on n'a vraiment pas grandi en tant que tel, mais ce que moi j'ai plus partagé, c'est les domestiques, les enfants adoptés par maman. C'est avec eux plutôt, moi j'ai plus passé. L'autre est venu après. Et
il n'y a vraiment pas une relation extraordinaire, c'est grand frère, petit frère, et ça s'arrête là. C'est plutôt moi qui fais quand même l'effort comment on appelle, de lever les déterminations, qu'il n'y ait pas une différence pour qu'il y ait quand même, on puisse quand même se comprendre et faire. Et là, il y a des responsabilités, il y a des responsabilités, puisque je dois tout faire pour que demain, il ne continue pas dire grand frère, il faut, voilà, donc c'est ça. Très bien. Alors, Roger Lumegino, dites-moi, quand on a un premier enfant, comment est-ce qu'on le prépare à l'enfant qui va venir après, quand un second enfant est attendu? Non, mais lorsque vous avez un premier enfant et que logiquement devait entendre d'autres, le premier enfant, il faut commencer par lui dire que c'est lui le responsable de la maison. Que ce soit une petite fille ou un petit garçon, que c'est lui qui va prendre les rênes de la maison. Parce que dites-vous tout de suite que vous n'êtes pas éternel, qu'un jour vous allez partir. Il faut donc le préparer. Pour lui dire, voilà, tu es le grand frère ou bien tu es la grande sœur. Et quand papa n'est pas là, c'est toi qui prends la responsabilité. Si c'est une petite fille, c'est toi qui prends la responsabilité. Et lorsque les petits frères ou les petites sœurs arrivent, il faut commencer par l'appeler Dada. Ou bien il faut commencer par l'appeler Fofo. Et le petit frère a l'obligation d'appeler sa grande sœur Dada. La petite sœur a l'obligation d'appeler son grand frère Fofo. De façon que la hiérarchie puisse vite se respecter. Et lorsque vous réagissez comme ça par rapport aux enfants qui sont les vôtres, chacun connaît sa place et lorsqu'il y a un problème, on sait déjà à qui s'adresser quand papa n'est pas là. On sait déjà à qui s'adresser quand maman n'est pas là. Parce que papa a dit que c'est moi qui suis responsable. C'est comme ça que ça doit se passer. Et lorsque vous le faites comme ça, l'enfant sait que déjà, il a une responsabilité à assumer et se prépare pour ça. Et par rapport aux tâches domestiques, il faut aussi faire le dispatching pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Très bien. Alors, Samson, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que le petit frère est de papa? Est-ce que vous avez été apprêté d'une manière à son arrivée? Vous savez, comme je le disais dès le début, c'est un peu particulier. Mais est-ce qu'il y a une préparation spéciale à faire? Non, il est chef vous avez de famille. J'ai découvert que vous avez un petit frère, et j'ai juste accueilli. Et c'est bien. Aujourd'hui, j'en suis fier. Pourquoi? Parce que je ne parle plus, parce qu'il y a 17 ans, 18 ans, je disais je suis unique. Mais aujourd'hui, je ne dis plus. Et je ne dirai plus, c'est fini. Vous voyez, donc c'est un plaisir quand même pour moi de ne plus me retrouver seul. Et d'une manière ou d'une autre, et nous partageons. J'imagine d'ici quelques années, lorsqu'il aurait plus d'âge, il aurait acquis plus de maturité. Sinon qu'il y a quelques mois, bientôt un an, lorsqu'on avait perdu notre papa, moi je n'ai pas considéré que c'est un petit frère. Je lui ai confié des responsabilités. On était 5-5 à Gati. Vous imaginez, je lui ai confié des responsabilités que lui-même, il a vu que, ça là, il n'y a pas de... Je lui ai remis des choses, des clés, où je pouvais dire, je suis l'aîné, je dois garder. J'ai dit, non, tiens, garde ça, surveille ici, c'est toi qui dois. S'il y a si... Parce qu'il est appelé aussi à diriger, même si ce n'est pas un frère, il aura à fonder un foyer. Or, ça se prépare tôt, dès le bas âge. Voilà. C'est vrai que de toute façon, on a l'habitude de découvrir nos petits frères et nos petites sœurs. J'allais demander comment ça s'est passé pour vous. Bon, chez nous, peut-être il y a déjà la sortie de l'enfant où ce jour-là, tout le monde sait, mais on voit nos mères enceintes et à un certain moment, bon, surtout quand le ventre est gros, elle va en consultation, elle revient, on commence par acheter des choses de bébé. Toi-même, tu sais déjà qu'il y a un petit frère ou une petite sœur qu'on attend. Et donc, même si on ne te le dit pas, dès que tu vois le ventre de maman, tu commences par te préparer à « j'aurai un petit frère ». Et quand on a un certain âge quand même, parce que quand on est à 3 ans... Même à 3 ans, je pense qu'inconsciemment, on sait qu'on aura un petit frère, puisque dans notre environnement, on voit des petits, on voit des bébés. Donc, on sait que, oui, quand une femme est enceinte,
c'est un bébé qui arrive et tout ça. Et quand le bébé, même quand on n'en a pas conscience et que le bébé arrive, chez nous, avant, toutes les fois, ma mère a fait un bébé, on voit la tante arriver avec, vu qu'on n'est pas au nord, avec tout ce qu'il faut, beurre de karité et tout ça. Donc on sait que après la première expérience, on sait que quelque chose commence à se préparer. Et donc quand maman rentre avec le bébé, bon, spontanément, c'est la joie puisqu'on a un petit frère, on veut garder, on veut surveiller, on veut s'en occuper, on ne veut pas que... Donc, c'est comme ça on a été préparés. On ne vous dit pas qu'un enfant vient, vous voyez le ventre et puis l'enfant vous vous rendez compte que, bon, je dois attendre un frère ou une sœur. Oui. Très bien. Alors, quand un nouvel enfant vient, c'est beaucoup de temps aussi qu'il faut lui consacrer. Le premier enfant qui avait toute notre attention, ce n'est plus forcément le cas. Et donc, la relation parfois pour l'enfant aîné qui est là, avec le petit, si on ne sait pas faire, il y a parfois de la jalousie qui se crée finalement. Roger Lumejino. Oui, c'est naturel que le plus jeune, qu'on lui accorde plus d'importance, plus d'attention que le plus âgé. Parce que le plus jeune est soumis à un certain nombre de dangers pour lesquels il faut davantage le surveiller. C'est pour ça qu'on accorde plus d'attention aux plus jeunes qu'aux plus, je dirais, aux plus âgés ou bien aux plus vieux. Il faut faire très attention. Et lorsque vous accordez une telle importance aux plus jeunes, il faut aussi essayer d'accorder à peu près la même attention aux plus grands. Sinon, cette histoire de jalousie va survenir. Mais, naturellement, il est normal que l'attention soit beaucoup plus portée vers le plus jeune, puisque lui, il est capable de faire plus d'accidents, puisqu'il est venu dans la vie et il est en stade d'apprentissage. Et en stade d'apprentissage, il faut que le maître ou le professeur le voie tout le temps, le suive tout le temps, pour qu'il ne tombe pas dans les travers. Très bien. Nous avons eu tous ce moment-là où nous avons vu un frère arriver et qu'on a eu l'impression que voilà, on a un challenge, on a un rival. Parce qu'il prend toute l'attention des parents et c'est normal. C'est normal maintenant parce qu'on a grandi. C'est ça, c'est normal pour nous maintenant. Mais quand on était petit, on avait l'impression que oui, on perdra une partie ou totalement l'attention de nos parents. On ne fait plus la priorité. Nos caprices ne passent plus forcément. Puisque tu as grandi. À moins de choses, c'est les remontrances. On attend oui, parfois parce que déjà, il y a le stress de la gestion de vous deux ou de vous trois. Et du bébé et tout ça, donc on est stressé. Parfois, il y a des choses qui passaient facilement, vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui. Ça traîne autant, pourquoi on passe beaucoup plus. Et dans cet environnement-là, on essaye nous-mêmes de nous créer une place, de forcer pour rester. C'est naturel, c'est instinctif dans toutes les familles, dans toutes les fratries. Ça arrive à un moment donné, quand un nouveau vient, un bébé arrive, il a besoin de plus d'attention, il a besoin de plus de soins. Et donc, parfois, ça se décale entre ce que vous vivez et ce qui va se passer. Bon, ce qui est conseillé, c'est de discuter avec les enfants pour leur expliquer, mais ça n'arrive pas forcément comme ça. Si vous êtes à la 4e place ou à la 5e place, est-ce qu'on va... le premier, déjà, il est le plus marginalisé, il est dans sa posture, dans sa position, le 2e, le 3e, vous qui êtes 4e et le 5e, donc chacun est aligné avec ses problèmes. Et donc, le parent, forcément, fera ce qu'il peut pour équilibrer, mais on est d'accord que ce ne sera jamais comme si vous étiez le Benjamin. Oui, parce que le Benjamin, on dit souvent que bon, lui, il a toute l'attention du monde, il est choyé, il est tout. Alors, Samson, avec vos frères, vos autres frères et sœurs, on peut les appeler ainsi, avec lesquels, est-ce que ce sentiment de jalousie aussi naît parfois? Vous savez, la jalousie, elle est humaine. Et il y a des choses qu'on doit revoir. C'est vrai, l'éducation, le système de fonctionnement, je pense qu'avec cette époque qui évolue, on doit revoir les choses. Et ce n'est toujours pas bien
On ne va pas quand même particulariser, dire c'est le premier venu. Non, pas forcément. Non, ou bien c'est le dernier, c'est le chouchou. Je pense que ce travail doit plutôt être fait au niveau des parents lors de l'éducation. Parce que c'est le parent qui crée ça. Chaque enfant a sa personnalité et il faut sauvegarder les aptitudes internes. Si on n'aide pas l'enfant à développer ce genre de choses, c'est ça qui fait que même, vous allez constater dans certaines familles, l'aîné, il dit droit d'aînesse, il est frustré, s'il tape la main sur la table. Or, en son temps, ça ne devrait pas être ça. Il fallait quand même laisser, c'est-à-dire soigner le coin pour chaque enfant. Il y en a même qui demandent, voilà, pour demander. Même c'est pas parce qu'il est aîné que vous allez le mettre dans une chambre plus confortable que le Benjamin. Si vous avez 2 espaces, ils sont 2, mettez-les dans deux espaces, les 2 espaces dans leur coin et vous aménagez. Donc il faut tout faire parce que au fil des temps, ça crée d'autres choses. Il y en a, comme je disais, chacun avait sa personnalité, il y en a qui sont renfermés. Et malheureusement, s'ils ne tombent pas certaines personnes qui les aident à quand même se vider et tout, et il n'y a jamais eu une entente. Vous allez entendre des familles, ils sont même pères, même mères, mais ils ne se sont jamais compris pour rien du tout. Et quand vous analysez, la faute est liée, c'est-à-dire ça revient, c'est à cause des parents, la gestion. Donc moi, je pense qu'on ne doit quand même pas... Moi, je n'ai pas vraiment eu ce souci, puisque même, je vous disais, même la domestique, on permettait à la domestique d'aller se servir elle-même. On ne faisait pas de différence, même pour les fêtes. Je ne sais pas si c'est parce que maman n'avait pas eu cette chance d'en avoir beaucoup, mais... On ne faisait pas différent, on avait le même tissu et tout, quoi. Donc, voilà. C'était la mode avant, en plus. Pendant les fêtes. Oui, et là, c'est très important ce que notre ami a dit, parce que il s'agit de fonder une cellule familiale. Oui. Et la cellule familiale, c'est le fondement de la société. Si cette cellule familiale n'est pas bien préparée à affronter la vie, je crois qu'il y a pas mal de problèmes que nous allons gérer après. C'est pour cela qu'il faut éviter au maximum de faire donner l'impression aux enfants qu'ils ressentent des frustrations. Il faut éviter cela. Et ça suppose qu'il faut avoir, je ne sais pas, des conseillers pour apprendre à apprendre. Il faut apprendre aux jeunes, à la jeunesse d'aujourd'hui, comment tenir un ménage. Parce que l'éducation fondamentale démarre à partir de cet instant-là. Et si les bases sont faussées dès le jeune âge, il colporte ces insuffisances, il colporte ces frustrations jusqu'à certains niveaux et les conflits naissent, grandissent et éclatent au grand jour. Mais lorsque les conflits éclatent entre les frères, c'est très difficile à gérer. Parce que c'est des conflits qui vont jusqu'au sang, qui vont jusqu'à l'hérédité. Et on commence par creuser. C'est pour cela que lorsqu'on est en famille et lorsqu'on est en position de créer une famille, tout ce qui concerne l'éducation doit être pris avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de pincettes. Oui, les interactions que nous avons avec nos frères et surtout la place que nos parents nous accordent au sein de la famille influencent beaucoup notre personnalité, notre développement, nos comportements. On voit dans la société des personnes qui sont tout le temps frustrées, qui, même dans une discussion, vous les voyez toujours... elles sont, comment je vais dire, agressives, voilà. Vous n'avez rien fait. Ce n'est pas vous le problème, c'est elle-même, la personne, le problème, parce qu'elle a vécu dans un environnement où elle a toujours eu l'impression de venir après. Que tout ce qu'elle dira ne passera pas, que c'est elle qu'on considère après tout le monde. Donc, même quand elle est avec des amis, même quand elle grandit, et elle va transmettre la même chose dans l'éducation de ses enfants, c'est là le problème. Elle va agir de sorte peut-être à vouloir trop protéger ses enfants, donner plus qu'il n'en a eu, ou se dire, bon, je n'en ai pas eu, ça veut dire que c'est normal, on peut agir comme ça et reproduire la même chose. Donc, notre personnalité, tout ce qu'on voit dans la société aujourd'hui, tout ce qu'on reproche à la société est parti de l'éducation, de la place qu'on a occupée et des interactions qu'on a eues avec nos frères et nos sœurs. Oui. Merci. Nous allons faire une petite pause.
À retour sur le plateau, nous sommes à présent avec Junior Azonhatin. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable marketing dans une entreprise de la place et nous parlons de frères et sœurs sur le plateau. Vous en avez combien, vous? 7, 4 frères et 3 sœurs. Wow. Vous êtes à quelle position? Je pense que je suis à Ah, vous pensez? la troisième position. À la troisième position, Oui. d'accord. Et parlons à présent de ces relations. Quand on met un peu peut-être les parents de côté, les relations même entre les frères et sœurs. On disait tout à l'heure que la jalousie, oui, et les disputes parfois naissent de rien, parfois rien du tout. Quand on y pense aujourd'hui, aujourd'hui, les disputes naissent de rien du tout. Alilatou. Oui, il y a des disputes qui naissent de rien du tout, surtout quand on a l'impression que l'autre est privilégié, qu'on lui accorde tout, il suffit de pleurnicher pour tout avoir et que soit, bon, il faut faire un peu plus. Quand on voit que l'autre travaille plus que nous à l'école, des jalousies qui n'ont pas de fondement alors qu'on devrait être content pour notre frère, Oui. on s'en prend à lui. Quand on voit qu'il a plus d'amis que nous, quand on lui accorde moins de tâches que nous, il y a de ces Quand il a un petites jouet choses. plus intéressant. Voilà, quand on lui donne un jouet, bon, qu'on trouve qu'il aime parce qu'on a vu que c'est une personne qui a telle capacité, qui est intéressée par telle chose. Nous, on n'est pas intéressé par ces choses, mais le simple fait de voir que oui, son jouet semble plus intéressant, on s'énerve et puis on trouve des occasions quand les parents ne sont pas là de tirer ses cheveux, de tirer ses oreilles, voilà. Il y a de ces petites choses qu'on trouvait légitimes Oui. parce que c'est notre façon de nous affirmer, de montrer qu'on n'est pas content, d'exprimer notre colère, d'exprimer notre frustration, qui ne sont pas tolérées. Mais bon, quand on le fait et qu'on se retrouve à une position inférieure après, il y a d'autres personnes qui font également la même chose. C'est une reproduction dans la famille et ça, on n'y échappe pas. Absolument, Junior. Oui. Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Et au-delà de cela, moi, je pense que ça continue dans l'âge. Même quand nous sommes grands, cette jalousie. Un instant, Junior, je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Ah, elle est partie, je pense que c'est une dame. Vous pouvez nous rappeler sur le 98 80 93 71. Oui, allez-y. Donc, je disais tantôt que même grand, ça continue toujours. Moi, je prends quelques exemples. Oui. Où vous voyez votre soeur, par exemple, qui, peut-être pendant les périodes de fête, envoie de l'argent à papa. Oui. Donc, une somme considérable, et vous êtes là, et vous n'avez pas pu envoyer cette somme. Vous êtes gêné. Oui. Il faut oser le dire. Vous êtes gêné, vous dites, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Entre les enfants, il y a toujours une compétition. Quand on ne le sait pas et on est étonné, après, il y a toujours cette compétition où on a envie de faire certaines choses qui, quand même, pourraient plaire aux parents et tout cela. Vous voyez, moi, j'appelle ça une compétition saine. Et de cela, on peut en ressortir une jalousie et autres, mais il faut toujours contrôler cela. Il faut toujours contrôler cela. Et comme Alilat. Aléa voulait de le dire également, vous savez, lorsque nous sommes également enfants, il y a certaines de ces choses qui nous amènent banalement à être jaloux, comme un jouet. Moi, je n'ai pas forcément envie qu'on m'offre ce jouet. On offre un avion à l'autre. Moi, j'ai bien envie d'avoir un avion. Pendant ce temps, on m'offre peut-être un fusil. Vous voyez, de ces petits trucs-là, mais qui... je dirais que ça frustre, au fond, mais c'est le rôle du parent de veiller à tout cela, de voir, mais écoutez, voilà. C'est parce que quand on laisse germer tout cela, et au fond des enfants, ça peut créer autre chose. Le parent devient un contrôleur à ce niveau. Oui. Bon, écoutez, mon enfant, voilà, et de la réaction qu'il a eue, on sent vraiment qu'il vit une frustration. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer quand même de corriger cela? Parce qu'après, il ne faut pas répondre toujours à tous les caprices des enfants aussi. Il faut voir le juste milieu pour voir comment est-ce qu'il faut endiguer cela. Voilà. Samson, vous voulez réagir tout Oui, à l'heure? les disputes, en fait, sont normales.
Et comme je le dis souvent, s'il n'y en a pas, il faut les créer. Ah, Pourquoi? L'objectif, ce n'est pas qu'ils se battent, non, mais ça permet quand même de se découvrir, de connaître en fait ses enfants et de savoir sur quoi on peut se baser pour dire attention, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. L'implication des parents dans l'éducation des enfants, elle doit être totale. Parce que sincèrement, si c'est raté, ça agit. Moi, par exemple, je ne sais pas si je peux faire l'illustration. Bien sûr. J'ai reçu en consultation une dame, elle était étudiante, parce que ça fait déjà 3 ans qu'on s'est vu. Elle était étudiante et tout. Quel était le problème? C'est qu'elle a fait, elle n'a pas retrouvé ses sources, elle a dit que c'était un billet de 5 000, mais elle avait la confirmation que c'était sa petite soeur qui avait pris les sous et qui a remis ça à son petit copain et tout. Elle avait les preuves. Mais quand elle a dit qu'elle a perdu ses sous, elle a démontré et tout, les parents ont pris ça à la légère et c'est venu une autre fois. Mais quand maman a perdu son argent, on l'a attaquée elle. Et on a dit, c'est elle qu'on a soupçonné. Parce qu'on a supposé qu'entre-temps, elle avait perdu ses sous et tout. Peut-être qu'elle a repris. Je vous assure, cette histoire, elle a se remis ménage, elle l'a amenée jusqu'à chez un psychiatre. Wow. Lorsqu'elle est venue me voir, c'est après le traitement avec le psychiatre. Et je vous assure, elle m'a dit, coach, je ne peux pas oublier ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pardonné ça à ses parents jusqu'à aujourd'hui. Et les parents peut-être ne savent pas. J'ai dit, si moi, mon travail pourra continuer. Un instant. Allô? Madame, bonjour. Monsieur Jeanne Wayon, bonjour. Oui, vous allez bien, madame? Très bien, et vous donc? Ça va. Merci. Je voudrais saluer vos invités et remercier le jeune qui a dit que qu'il faut souvent créer Oui. et je dirais Les disputes? Les provocations en frères. Oui. Je m'associe à lui parce que sur mon CV, je suis un véritable emmerdeur. Je taquine. Oui. Et j'ai un frère qui, en fait, il est de tempérament calme. Et il me faisait peur. Donc moi, j'étais toujours là, dérangé, au point où on devrait se taper. Là, je parle lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est enfant. Oui. Bon. Mais lorsque vous grandissez, vous devenez adulte responsable, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Excusez-moi, cette fois, il ne faut pas tolérer certaines choses. C'est-à-dire où celui qui hier, vous avez l'ascendant sur lui, qui aujourd'hui peut... Non, vous mettez la barre haute et puis vous ne vous laissez pas du tout marcher sur les dents. Moi, c'est ça en fait. Bien. Il y a de ces frères-là parce que ils ont les moyens, d'accord? Ils décident de primer les autres. Ça aussi, il ne faut pas le tolérer. En fait, bon, ceux qui veulent tolérer, ils n'ont pas toléré. Oui, Mais d'accord. moi, non. Parce que chacun a son étoile et personne n'est appelé à rester éternellement esclave. Bien sûr. Bien. Maintenant, pour finir, et c'est là où votre titre est important, la fatigue, comment trouver sa place. Pour ma part, je pense que c'est se battre. Se battre pour que vous ayez de quoi vivre, survivre, Oui. pour ne pas tendre la main à l'autre. une dame de votre famille, et mettre les limites. Il n'y a pas quelqu'un qui viendrait donner des instructions dans votre ménage, il n'y a pas quelqu'un qui va se mêler de ci et de ça. Chacun se respecte, chacun a ses limites. Si j'ai été compris, si je n'ai froissé personne, excellente journée à vous. Merci. Passez une excellente journée aussi, monsieur Jeanne Wayon. Voilà, donc je voudrais juste dire, inviter les parents, tout le monde, parents, futurs parents, que observer les enfants et participer, revoir quand même le système.
de gestion. Sinon que ça a toujours de répercussions. C'est vrai, il y en a qui est doté d'un esprit de sagesse, essaie quand même de calmer, d'accord, les ardeurs et évite que les choses aillent dans tous les sens. Sinon, ce n'est pas que il y a des choses qui rongent. Et je m'excuse, mais c'est la faute quand même à certains parents qui n'ont quand même pas su bien gérer. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, Roger Lumegino, est-ce que vous arrivez de vous disputer aussi avec vos frères et sœurs? Je voudrais rebondir sur Mais vous allez quand même venir sur ma question. un pan de la question, parce Oui. qu'il faut reconnaître que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité parentale est grandissime lorsqu'on parle de l'éducation. Parce que l'éducation, justement, a trois milieux. Il y a la famille, la rue et l'école. Bien sûr. L'école, la rue et la famille. Et la plus grande responsabilité repose sur la famille, la cellule familiale, papa et maman. Quand ça clash à l'école, c'est à la maison qu'il faut régler. La rue, n'en parlons pas. Pratiquement, il n'y a rien de bon dans la rue. Et quand l'enfant se réfugie dans la rue, bonjour les dégâts. Et donc la responsabilité de la cellule familiale de papa et maman est très grande. D'où on ne crée pas une famille quand on veut créer. La jeune fille doit se préparer. Le jeune garçon aussi doit se préparer. Et cela, ça fait appel à leurs parents, à eux, aux grands-parents des enfants qui vont naître. Donc, il y a toujours des conflits entre frères. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'avancement. Bien sûr. Il faut que ça, il y ait de conflits pour se préparer à gérer demain. Parce que demain sera nécessairement fait de conflits. Et pour apprendre à gérer les conflits, il faut en créer. Il faut créer les conflits pour savoir comment les gérer. Il y a certains frères qui sont toujours dans une position de frustration, qui sont toujours braqués, quel que soit ce que vous leur dites. Et ils interprètent mal. Ils sont toujours dans cette position-là. Et c'est à vous de savoir comment il faut les prendre. Parce que chaque enfant a sa personnalité. Et cette personnalité est intrinsèque, est liée. Et on ne peut pas trouver deux personnes identiques dans la famille. On ne peut pas trouver deux personnes identiques dans une famille, encore moins dans une vie. La personne est unique. Bien sûr. Et il faut l'étudier. Qui sont ceux qui doivent l'étudier? Ce sont les géniteurs qui doivent étudier et bien le connaître. Alors, ma question demeure, mais bon, comment est-ce qu'on intervient en tant que parent dans les disputes des enfants? Parce que parfois, ça va loin, hein? Parfois, ça va très loin. Moi, je me rappelle certains... Et puis, ça peut même à des conflits violents. Oui. Donc, le parent doit intervenir avec beaucoup de calme. Lorsque les enfants sont en train de se disputer, vous n'avez pas besoin d'intervenir tout de suite. Laissez-les se vider complètement. Parce que si vous ne laissez pas les enfants se vider et que vous les comprimez, la frustration va rester. Et quand ça va éclater, ce sera plus violent que pendant, au moment où ils se disputaient. Il faut laisser d'abord. Et quand vous les laissez se disputer correctement, s'ils veulent s'injurier, qu'ils s'injurient correctement. Mais il ne faudrait pas qu'ils en arrivent aux mains. Parce que s'ils en arrivent là, il peut y avoir des accidents. Maintenant, vous les calmez. Et pour calmer les uns et les autres, vous avez certainement une chambre. Vous enfermez un dans la chambre, l'autre dans l'autre chambre. Et vous discutez séparément avec les enfants. Quand vous n'arrivez pas à un consensus, ne forcez pas. Laissez couler. Vous revenez encore à la charge. Si le consensus n'est pas là, laissez couler. Et généralement, il faut en arriver à avoir le consensus avec le plus grand et lui rappeler toujours sa responsabilité. Si je ne suis pas là, et un jour je ne serai pas là. Si je ne suis pas là, c'est toi. Et lui faire comprendre que s'il y a ci, il y a ça, c'est lui qui doit assurer. Par conséquent, si c'est son jeune frère qui a raison,
on va arranger la situation. Mais si c'est lui qui a tort, il faudrait que lui aussi, il présente les excuses à son petit frère pour que les choses aillent mieux. Parce que justement, ils ont l'obligation de faire avancer la cellule familiale. Très bien. Je voudrais rebondir et dire, est-ce que le fait de tout le temps penser que c'est le grand frère qui doit laisser passer les situations responsables, c'est vrai, l'aîné, quand on est aîné, il y a une certaine responsabilité qu'on vous donne déjà très tôt. Et on dit chez nous, nous sommes toujours en Afrique. Il ne faut pas que cette donnée sociologique nous échappe. Oui, mais est-ce que ça ne comprime pas l'enfance? On perd son enfance, sa capacité de jouir autant que les autres. Pourquoi les autres doivent faire trop grand? Voilà, trop grand. On ne jouit pas de son enfance et on a parfois l'impression, je ne suis pas à l'aîné, mais je me mets dans la peau des derniers, puisque je vois tout le temps quand les autres font, c'est l'aîné qui doit, oui, parce que même quand tu entends dire tu es l'aîné, tu dois comprendre, c'est tes frères, c'est à toi de les mettre sur le chemin. Oui, mais est-ce que là on ne prépare pas également l'aîné dans la société à accepter tout ce que les autres font et à se dire qu'il est le sauveur entre griffes? Oui. Très bien. Alors, oui, peut-être quand on est aîné, est-ce qu'on a des aînés sur le plateau? Non. Moi, je suis l'aîné. Non seulement je suis l'aîné de ma cellule familiale, mais je suis l'aîné de toute la maison aujourd'hui. Bon, donc, ça veut dire... quoi que ce soit, je dois intervenir. Je ne suis pas le chef de famille, bien entendu. Bien entendu, mais oui. on doit m'appeler. D'accord. Et je dois donner mon avis. Tout était rejeté sur vous, c'est ça? On doit demander mon avis. Et je ne dois pas réagir de façon à gâter les choses. Parce qu'on dit en fond, nous revenons toujours à notre société. Parce que nous sommes dedans et il faut la faire évoluer. Alors, quand on est beaucoup de frères et sœurs aussi, il y a certains qui ont une petite complicité qui n'est pas forcément élargie à d'autres frères et sœurs. Comment est-ce que, oui, comment est-ce que ça se passe? Vous qui en avez beaucoup, Junior. Oui, particulièrement dans ma famille, moi je dirais que on est beaucoup complices. Oui. Moi, je suis très complice avec ma grande sœur et mon petit frère. D'accord. Et vous savez, au-delà de cela, moi, je remercie déjà mon père qui nous a quand même donné une bonne éducation. Et ça a été toujours prôné dans l'amour et tout. Et je ne me rappelle pas du nombre de fois où on s'est vraiment disputé. Même quand ça venait, c'est à peine 5 minutes, 10 minutes. Et ça passe, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des situations qui pouvaient amener le plus grand moment où j'ai eu avec ma grande sœur, qui est carrément ma complice, c'est de faire 3 mois sans parler avec elle. Mais c'est 3 mois et c'était très difficile pour moi, mais c'était l'ego. Ah oui. C'était carrément l'ego. Et un jour, je me rappelle, en pleine circulation, on s'est croisés. Et bon, je ne savais plus quoi dire, elle ne savait plus quoi dire. Et voilà, et 2 jours après, elle avait accouché. Donc, vous savez, ça m'a fait quelque chose. Je me dis, mais pourquoi? Vous êtes de la même famille et il faut quand même que vous compreniez tout ça. Et ça, je le dois vraiment à mon père et à ma mère. C'est déjà 3, nous sommes 7, mais de mères différentes, de 3 mères différentes. Mais quand vous rentrez dans la maison, vous ne saurez même pas que nous sommes de mères différentes. Et ça, je les dois vraiment cela. Complicité, beaucoup de complicité, parce que quand je prends par exemple ma soeur qui est avec moi ici, et beaucoup de choses se disent, et croyez-moi, vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas savoir ce qui se trame entre nous. Pareil avec mon petit frère. Et je pense que c'est des choses que nous devions quand même cultiver dans nos familles différentes. Quand c'est comme ça, c'est bon à vivre. Quand, je ne dis pas que c'est l'Eldorado. Bien sûr, il y a toujours des... Mais je pense que c'est déjà quelques bases que nous devions avoir dans nos différentes familles. Et ça, après, avec les autres frères, c'est pas comme si on n'était pas complices. Mais vous savez, il y a toujours un degré. C'est ça. Il y a toujours un degré. On a toujours, quand il y a problème, on a toujours envie d'aller voir notre complice pour voir comment est-ce que nous pouvons gérer les choses. Alors donc, je pense que c'est quand même ce qui se passe un peu chez moi. Et voilà. Alilat? Oui, c'est générationnel, moi, je trouve. Bon, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je suis complice avec les deux. Je suis 3e. Il y a eu une fille avant moi et une après moi. Qui vous encadre? Oui. Donc, je suis très complice avec les deux qui m'encadrent. Je me dis peut-être c'est la proximité qu'on a, même si après, on n'était pas restés tout le temps ensemble.
est-ce que les autres doivent se sentir frustrés? Non, je ne pense pas, puisque celle qui me suit a une complicité avec celle qui vient deuxième place après elle, qui n'est pas la même avec ce que j'ai avec les deux autres. Parfois, il nous arrive de nous demander, mais pourquoi est-ce que les autres ne vont pas se dire, elle a une préférence, elle choisit avec celle-là, elle ne fait pas la même chose qu'avec moi. Je me pose des questions, surtout quand ça arrive que la Benjamine préfère lui parler à elle qu'à moi parce qu'elles sont plus complices. Je me dis, mais c'est tout à fait naturel. Dans la famille, on a un lien qu'on n'explique pas. Peut-être, moi je dis, c'est peut-être parce qu'elles viennent, je suis au milieu d'elles, mais ça peut ne pas être ça forcément. Ça peut être parce qu'on a souvent la même façon de voir les choses, parce qu'il y a eu une expérience qu'on a partagée ensemble qui nous a liés. Mais c'est naturel, on ne peut pas nous en vouloir parce que l'une est... Mais quand il y a des histoires qu'on doit régler tous, on essaye de tous trouver le terrain d'entente et de faire évoluer la situation en famille, c'est ça. Roger. Je vais vous poser une question. Bon, seulement pas moi. Vous êtes femme, Oui. vous êtes homme. Oui. Et on vous demande pourquoi vous avez choisi telle femme comme épouse. Objectivement, vous ne pouvez pas l'expliquer. Ça ne s'explique pas. Tout à fait. On vous demande objectivement pourquoi vous avez choisi tel homme comme époux. Vous ne pouvez pas. Oui. Il n'y a pas de raison objective pour expliquer l'attirance entre des sexes contraires. Ça n'existe pas. C'est des raisons subjectives qui l'expliquent. Et c'est spécifiquement personnel. Je ne peux pas expliquer la complicité que j'ai avec mon sang. Je ne peux pas expliquer objectivement la complicité que j'ai avec ma soeur, la complicité que j'ai avec mon frère. C'est comme ça, ça vient. C'est inexplicable. Ça vient comme ça. Il y a une soeur qui m'appelle tout le temps. Dès qu'elle a un problème, Fofo. Dès qu'elle a un problème, Fofo. Je peux expliquer ça comment? Et il y a d'autres qui ne m'appellent jamais. Et quand ils arrivent, je suis au portail. Je suis au portail. Et s'ils n'étaient pas à la maison? Bon, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui sont, en biologie, on appelle ça des gènes tapis dans le sang qui s'expriment, soit spontanément, soit de façon dilatoire, tout simplement. Vous vouliez compléter, c'est ça, Samson? Oui, je voudrais quand même aller dans le sens que Allez là tout. Vous savez, on ne peut pas forcer. C'est vrai, on ne va pas tout le temps dire les parents, mais à un moment donné, il faut apprendre à faire un travail sur soi-même. Et dire qu'on est aîné, et dire qu'on est cadet et tout. L'aîné, pour moi, je ne suis pas dans le schéma de dire c'est poubelle et tout. Non. On peut, la fille, on peut demander l'avis du Benjamin. Et pourtant, l'aîné est là. Peut-être que le Benjamin, il est très sage. Et pour ce genre de situation, il s'est calmé. On peut être aîné et ne pas être sage. On peut être aîné et ne pas savoir comment peut-être gérer les conflits. Donc, oui. Donc, moi, en tout cas, pour ce que moi je pense apporter quand même à ma petite famille, je ferai l'effort. C'est vrai, il y a l'aîné, il y a ici, mais on ne va pas dire que c'est... D'abord, il y a quelque chose qu'il faut éviter. Il faut éviter de dire, les aînés là, ils doivent. Non, ça agit en fait. Et on doit faire l'effort. Je le dis parce que ça concerne tout le monde. S'il y a eu des erreurs qui ont été faites par le passé, il ne faudrait pas que cela continue. Les époques évoluent en fait. Les époques évoluent, donc il faudrait que nous évoluions aussi avec le temps. Vous savez, il y a le téléspectateur du moins qui a dit tout à l'heure qu'il faut se battre. Et là encore, c'est un autre aspect. Malheureusement, dans certaines familles, compte tenu de la conduite des uns et des autres, il arrive que même pour offrir un cadeau à ses parents, on est obligé d'associer tout le monde pour dire parce que ça vient de nous. Parce que ça vient de nous. Un instant, Samson. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Très bien également. D'accord, bonjour au plateau, bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Monsieur Olo, oui. Oh, j'aimerais quand même intervenir un petit peu.
Alors, Ça peut faire. est-ce que vous pouvez revoir votre position, le micro avec votre voix pour qu'on puisse mieux vous entendre? Ok, maintenant ça peut aller. Oui, beaucoup mieux, oui. Bah, bon, je vais intervenir un tout petit peu sur l'histoire de l'aîné, c'est l'aîné qui est ci, c'est l'aîné qui est ça. Je pense que, pour ma part, dans la famille, chacun a sa place. Ouais. Et ça, c'est comme ça. L'aîné reste l'aîné, le cadet reste le cadet, le benjamin reste le benjamin. Tout le monde a sa place. Maintenant, pourquoi on mise beaucoup de choses sur l'aîné? Parce que c'est lui le plus grand. C'est lui qui est appelé à supporter, à endosser beaucoup de choses. Et il faut le préparer. Et très souvent, quand un aîné n'est pas préparé, on ne le respecte pas. Et ça dérange les parents. Et c'est de là que les conflits commencent à naître. Donc, pour ma part, l'aîné, il faut le préparer à beaucoup de choses. Très Tous bien. les enfants ne sont pas les mêmes choses. L'aîné reste l'aîné et il faut le préparer. Tant qu'il n'est pas préparé, ça amène beaucoup de frustration. Donc, c'est pas pour rien nos parents, chaque fois nous disent que c'est votre grand frère, c'est lui l'aîné, vous le devez tel respect, vous le devez tel respect. Parce que c'est là les petits conflits entre frères naissent. Maintenant, Oui. comment trouver sa place dans la famille? Je pense que la base, là, ça concerne nous les parents. D'autant plus que de la manière dont nous on a été éduqués, je pense qu'il va falloir qu'on transmette ça aux enfants. Moi, je peux on attend le dernier, même si les parents disent vous devez l'attendre. Vous n'allez pas manger sans votre frère. Ce qui fait que quand l'heure de repas sonne, on commence par se chercher entre nous. Quand quelqu'un manque, ce ne sont pas les parents qui vont le chercher, c'est nous-mêmes qui cherchons là où il est. Vous voyez, donc ce qui fait que c'est ancré en nous aujourd'hui. Quand on grandit, on atteint un certain âge, chacun se sépare. Il y a ces petits trucs qui sont restés. Et parfois ça manque. Ce qui fait que tu appelles ton frère, viens manger chez moi aujourd'hui. Je t'ai vu il y a longtemps. Aujourd'hui, vous voyez, on sépare les enfants nous-mêmes. Vous voyez, on dit, toi c'est ton place, toi c'est ton lit, toi c'est ta place ici. On dormait sur un lit, on dormait sur la natte. C'est ça, ensemble, tous ensemble. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous, parents, je pense qu'on trouve que bon, le monde évolue, il faut commencer par séparer les enfants. Et quand on voit que les frères se séparent entre eux, on commence par se frustrer pour dire pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes ça. Vous voyez que, donc c'est en tout cas ce que moi je pense. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Olo, pour le partage d'expérience. Passez une bonne journée. Oui, c'est vrai, l'aîné, il a dit, chacun a sa place, mais qu'on cesse en fait de tout temps, il faut démystifier ça en fait. Et on peut craindre quelqu'un et ne pas le respecter. C'est ce que on fait croire. On va dire qu'on a peur de la personne, on a peur de la réaction, mais en réalité, on ne lui accorde pas de respect intérieurement. Or, on peut être Benjamin et on va demander l'avis. Mais qu'est-ce que tu penses? Et l'aîné peut dire, ce qu'il dit, c'est... On ne va pas rester là, dire parce qu'il est aîné, ce qu'il a dit, c'est... sa décision qui passe. Il faut que quand même on revoie les choses. Si vous permettez, oui, général. Moi j'ai souvent l'habitude de dire quelque chose, on n'est pas leader, on devient leader. Et vous savez, la question de aîné, gestion des conflits et tout cela, quand vous n'êtes pas un leader, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez beau être l'aîné de la famille, s'il y a un conflit et que vous ne savez pas comment aborder telle personne, il est clair que vous ne pouvez pas régler ce problème. Je vous donne un exemple très simple. Vous voulez régler un problème en famille chez moi et que vous venez, vous commencez par hausser le ton sur moi, pourquoi est-ce que ça ne se réglera pas? Et lorsque je prends ma famille par exemple, certes, je ne suis pas l'aîné, mais croyez-moi, si moi je ne décide pas de dire voilà ce qu'il faut faire, ça ne passera pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas forcément l'aîné qui règle les problèmes, mais c'est plutôt celui qui est beaucoup plus en complicité avec le nombre de frères dans la famille qui arrive quand même à régler ce problème. Et si l'aîné n'a pas ce réflexe, n'arrive pas à régler, enfin, à voir cette dimension-là, ça ne marchera pas. Il paraît que ceux qui sont au milieu sont les cadets, sont les
négociateur, selon une étude. Parce que Oui, justement... je peux confirmer. Hein. Des faits négociateurs, je peux confirmer. Parce que si je prends mon exemple, souvent, je ne dirais pas que tout se repose sur moi, mais chacun vient, et quand il y a une situation, chacun vient avec son histoire. Moi, de même, quand j'ai des problèmes, je partage avec certaines personnes, mais chacun vient avec son histoire et après, bon, tu restes là, tu te demandes, mais pourquoi tout le temps c'est à moi de régler vos problèmes, c'est à moi d'être au milieu, surtout quand ils ne s'entendent pas, tu as l'impression que c'est toi, c'est avec toi qu'ils ne s'entendent pas, parce que tout le monde vient se décharger sur toi. Oui. Et que c'est à toi de trouver, d'essayer de trouver les compromis pour les mettre ensemble. Chaque enfant est différent, chaque enfant est particulier. Et cette différence, nous, parents, nous devrons inculquer, faire comprendre ça aux enfants dès le bas âge. Vous voyez, il y a des familles dans lesquelles, je ne sais pas, monsieur Roger pourra nous aider à comprendre. Il y a des familles dans lesquelles déjà les parents se disent, entre enfants, hein, on prend cet enfant, on dit, tu vois, toi, tu es le plus sage, hein, ton grand frère, tu sais, il est plus nerveux, il est plus colérique. Bon, désormais, sois calme, tu vois, quand vous allez grandir, c'est sur toi que va sûrement se reposer parce que tu es plus compréhensible, tu es plus calme et tout ça, sage. Mais est-ce qu'en même temps, on ne crée pas en cet enfant une opportunité de se dire qu'il est plus... que celui qui plus important et plus supérieur que son frère, et qu'après, quand ils vont grandir, même quand le grand frère va parler, même quand il y a des situations pour lesquelles le grand frère a raison, il va se dire, ah, nos parents avaient déjà trouvé qu'il n'est pas sage, qu'il n'est pas... Et ça ne va pas passer. Tout à fait. Il faut faire très attention. Oui. Dans les Dahomey, vous savez comment choisir le village? Non. Celui qui va succéder à papa. Le roi peut venir peut-être chez toi à 1h du matin, en rayon. Il fait le fou. Tape à ta porte. J'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis avant-hier. Hein. Je vais mourir. Hein. Si tu te réveilles et tu lui donnes à manger, tu ne sauras même pas que c'est ton papa. Mais il va ailleurs et le prince dit ça prouve que celui-là qui a chassé le fou, qui s'est transformé en son papa, ne peut pas tenir le royaume. C'est celui qui s'est levé et qui a donné à manger au fou. C'est à lui qu'on va transmettre les rênes du pouvoir. Parce que celui-là est préoccupé par l'avenir de son royaume. Papa, généralement, doit favoriser ce qu'on appelle la démocratie à l'intérieur de la famille. Il doit favoriser le dialogue. Mais un dialogue qui ne fait pas intervenir tout le monde. Il discute séparément avec les enfants pour savoir quelle est la capacité de tel ou tel enfant. S'il constate que toi, lorsqu'on te parle, que tu en discutes, que tu divulgues ce qu'il a dit, il ne discutera plus avec toi. Parce que la discussion qu'il mène avec toi, c'est pour mieux connaître qui tu es. Si on peut te faire confiance. Mais s'il constate qu'on ne peut pas te faire confiance, il ne va pas te parler. Et qu'en à un moment donné, papa vous interpelle, il vous teste. Il vous dit, par exemple, les papiers de la maison là se trouvent à tel endroit. Si jamais il entend ça quelque part, ça veut dire que c'est toi qui as dit. Tout à fait. Et prochainement, il ne va plus te parler. C'est pour ça que avec les parents, on échange beaucoup avec les enfants. Et c'est toujours dans l'intention de les connaître qu'on échange avec les enfants. Et c'est en échangeant avec ton enfant que tu pourras le connaître. Mais si tu n'échanges pas avec lui et tu lui fais confiance, tu ne pourras pas le connaître.
Et c'est après la confiance qu'on peut aller plus loin avec l'enfant. Très bien. Alors, nous sommes déjà à 8 heures. Nous allons suivre l'élément qui a été réalisé d'ailleurs par Nafissatou Hassani sur le sujet. En attendant, nous avons également un autre invité en coulisses, coach Samson Aroloupe. Je vais vous libérer un peu plus tôt pour le recevoir afin de continuer nos échanges. Je vous permets de dire un mot de fin pour nos amis téléspectateurs avant de suivre l'élément. Ok, merci à tous les téléspectateurs. Je voudrais juste les inviter à plus de sagesse envers les enfants et que pour la gestion des conflits, qu'on ne s'attarde pas sur le pouvoir, c'est-à-dire sur les droits, juste le droit d'aînesse et dire pour décanter. Non, il faut écouter les uns et les autres et après les confronter. Et puisque la société se crée dès maintenant, c'est-à-dire que dès la naissance de l'enfant. Parce que si c'est mal fait, il faut être sûr, rassuré que les années à venir, il va récolter. Merci beaucoup. Samson Aroloupe, vous êtes coach. Je vous souhaite une excellente journée. Peut-être que vous restez avec nous en coulisses, peut-être pour pouvoir suivre le reste de l'émission. Et nous allons suivre l'élément. Merci bien. Oui. Avec mes frères et sœurs, on s'entend très bien. C'est vrai que entre frères et sœurs, on se dispute des fois, ce qui est tout à fait normal. Mais en général, tout va bien, on se comprend, nous sommes complices et voilà, tout va bien. On n'aborde que la vie sociale. Comment est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Comment augmenter les activités secondaires? Vu qu'aujourd'hui, même si tu finis, il n'y a pas une suite à ce que nous faisons ici à l'université. Donc, on ne peut que gérer les choses ainsi. Ce qui se passe dans la vie actuelle, dans notre pays comme ailleurs, les difficultés, surtout la vie sociale en général. Si c'est chamaillé, si ce n'est pas amusement, se taquiner, il n'y a pas... Je ne me rappelle pas trop. C'est rare fois parce que moi je suis de nature, je laisse vite les choses passer. Je n'arrive pas à trop tirer les sujets. Bon, on aborde les sujets qui concernent la famille. Naturellement, on parle de nos vies, on parle de comment faire pour avancer, on parle de tout et de rien aussi. Mais naturellement aussi, hein, on se chamaille, on se calme. Il faut dire que ce qui m'a marqué, c'est le positif. Ils ont posé des actes positifs qui m'ont beaucoup marqué et je les remercie pour ça. Ça, je dis, les actes négatifs, j'avoue que mes frères et sœurs, on s'entend très bien. J'avoue que, honnêtement, on s'entend très bien. On n'a pas... J'ai pas eu, franchement, d'actes aussi négatifs qui m'a poussé à bout une fois. On est bien éduqués, je vous assure. On n'a pas de problème. Je m'entends très bien avec mon grand frère, puisque je suis le deuxième de ma famille. Mais ceux qui sont derrière moi, eux, ils ne comprennent pas la vie comme moi, je la comprends. Donc des fois, ils t'appellent, puis ils disent, surtout ma petite soeur, la dernière, elle t'appelle, puis elle dit, grand frère, je suis à l'UAC, j'ai besoin de ci. Quand tu lui dis, ok, et à telle heure, je vais te l'envoyer, si tu ne le fais plus là, c'est problème. Elle ne comprend plus rien, et puis elle te dit de n'importe quoi. Donc c'est un peu ça, c'est bon, c'est pas la joie, mais on n'a pas le choix, c'est la famille, donc on va faire avec. Oui, ça arrive. Par exemple, avec mon grand frère, on se bat des fois même. Ouais, c'est pourquoi on est obligé de ne plus se voir comme ça et puis on est loin. C'est pas pour quelque chose même, juste pour, je dirais, le droit d'aînesse, quoi. Genre, moi, des fois, j'aime le surpasser et puis donner des ordres. Mais lui, en tant que grand frère, il ne peut pas accepter. Donc voilà, il doit s'imposer. Donc c'est ça qui amène les bagarres. Alors que naturellement, je suis plus fort que lui. Donc moi-même, j'aime le dominer. Donc tout ça, ça amène nos petits frères à vouloir rester sur quelqu'un, l'autre reste sur... Voilà, donc tout ça, ça amène des problèmes. Et puis les parents aussi doivent intervenir. Bon, déjà, mes frères et sœurs, c'est souvent en vacances seulement qu'on se croise parce que chacun est ailleurs pour les études. On se croise en vacances ou pendant les congés. Ce qui peut
créer des disputes, vraiment des disputes, c'est peut-être parce que l'autre a utilisé l'affaire de l'autre, qu'il n'a pas mis à sa place ou qu'il l'a utilisé sans permission. D'ailleurs, quand on commence à se crier dessus, les parents, ils nous recadrent. Donc tu ne peux même pas trop te plaindre, il y a une limite à respecter en fait. Des disputes pour s'insulter, toi tu n'es pas normal, pourquoi tu as fait ci? Et maman qui dit, toi qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez quoi? On explique et elle responsabilise chacun. Et voilà. Bon voilà, après, il y a sûrement une situation qui nous réunit encore après, sûrement. Parce que nous sommes frères et sœurs, on ne peut pas se garder rancune jusqu'à l'infini. Voilà, c'était donc les réactions de quelques citoyens sur le sujet. Emmanuel Gancet, bonjour. Bonjour Brunel. Comment est-ce que ça va? Très bien, vous? Très bien également, vous êtes président de l'Institut TONAFA. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez suivi l'élément réaction junior. Je dirais que tout ce qui a été dit, c'est des choses qui se passent dans nos familles respectives. Et j'ai entendu une des filles qui disait que ils se disputent pour, enfin, moi je dirais pour des futilités, hein, sûr, pour des bien futilités. sûr. C'est arrivé plusieurs fois aussi chez moi. Et je fais un coucou à ma soeur, à ma petite soeur qu'il y a souvent tapé. Et je laisse. C'est le moment vraiment de lui faire un clin d'œil. Oui, pour des choses qui ne valent vraiment rien et elle veut toujours aller au coup de poing alors que tu n'as pas la force. Donc, on s'arrangeait toujours. C'est clair que je la rossais. Mais il y avait une chose que je me rappelais toujours. Même quand on se bagarrait, les parents n'étaient jamais au courant. Vous savez, nous, on a été éduqués dans la rigueur. S'ils apprennent, on passe... Vous y passez tous les deux. deux. Oui, donc quand ça se passe, et même quand papa vient à la maison, personne ne se plaint. Non, personne ne se plaint. Et ça passe. Donc vous êtes obligé de consommer cela. Et parce que c'est des choses qui ne peut pas... Non, papa ne tolère pas. Il ne tolérait pas du tout cela, qui est quand même... C'est pas beau à voir. Bon, on se reconnaît tous dans l'élément de tout ce qui a été dit. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui n'ait jamais sauté sur une occasion pour s'occuper de son frère ou de sa sœur. Même si parfois on est convaincu de n'avoir pas de force, quand même il faut se battre pour affirmer aussi sa personnalité, pour montrer qu'on ne se laisse pas faire, qu'on essaye également de faire respecter sa place, de se faire respecter. Parfois ce sont les grands frères qui sont en tort, parfois c'est nous en tant que petites sœurs, mais chacun tient à être la personne qui a raison, qui veut s'affirmer, qui veut brimer l'autre. Et quand ça arrive, ça permet après de mieux vous connaître et de vous faire respecter. Parce que chacun connaît la limite de l'autre. Ah oui, si je sais la prochaine fois, elle va me taper. Donc on respecte ça et même quand on parle, on crie, on insulte, on évite parfois d'aller au même parce qu'on sait qu'on sera la victime. Donc ça crée également le respect mutuel et ça vous lie davantage. Emmanuel. Alors, je salue les invités qui sont sur le plateau que je viens de rejoindre. Je salue également les téléspectateurs. Mon avis par rapport à l'élément que nous avons suivi, c'est comme ce qui a été dit, c'est nos réalités du quotidien, c'est ce que nous vivons dans nos familles respectives. Et moi, l'élément que je note, c'est cette facilité-là, parfois, entre frères à se taper dessus. Moi, quand je projette un peu l'image sur moi, ma famille, en fait, je me rappelle quand j'étais gosse, j'ai grandi avec mes cousins. Parfois, il arrive en fait que même pour rien du tout, seulement on a envie de se battre. Et la seule explication que je trouve à cela, c'est que c'est cette quête-là de légitimité, peut-être en tant qu'aîné. Quand tu sais que tu es plus âgé que l'autre, tu te dis, peu importe ce qui se passe, il te doit respect. Et quand l'autre bafoue ton autorité, bonjour, les coups de poing. Donc, voilà. Roger Louis-Dino. Non, je crois que tout a été dit, mais je voudrais tout simplement ajouter que lorsque dans la fratrie, on se tape, c'est pas avec beaucoup de méchanceté. Pour la plupart du temps, c'est pour ramener souvent la balle à terre. C'est de façon fraternelle et ça se calme.
on ne va pas blesser son frère. Non. C'est toujours dans le but de dire, bon, malgré tout, nous devenons toujours des frères. Oui. Alors, l'une des choses qui se passe également avec les frères et sœurs, c'est lorsqu'on est souvent comparé, peut-être par les voisins, on est souvent comparé l'un à l'autre, ou bien encore vis-à-vis des parents. Non, toi, tu ressembles plus à papa par rapport à ton comportement, ou bien encore ton visage. Est-ce que vraiment c'est l'enfant de telle personne? Si bien qu'on a du mal parfois à se demander, est-ce que telle personne, c'est réellement mon frère, ou finalement, comment on fait, Alina? Les comparaisons nuisent aux liens sociaux, il faut le dire. Parfois, on le fait, souvent je dirais, on le fait inconsciemment parce qu'on a envie de s'identifier en l'enfant, en tant que parent. Ah oui, il ressemble à mon grand-père, il ressemble, bon, c'est une fierté parfois, tout comme ça peut être une façon de dire, bon, les mauvais comportements sont chez ton père ou chez ta mère, c'est là-bas que tu as ramassé pour se désengager. Quoi qu'on dise, ce sont des situations qui n'arrangent pas l'enfant et qui ne nous arrangent pas également en tant que parents, puisque c'est une fuite de responsabilité, surtout quand les comparaisons sont négatives. Vous voyez, et parfois on dit, on se compare à nos frères. Ton frère travaille beaucoup plus, tu devrais prendre exemple sur lui. C'est dans cette comparaison-là qu'on crée des frustrations, qu'on crée des rivalités. Et même si l'enfant, sur le champ, ne s'affirme pas, on garde toujours en nous, quelque part, cette rancœur qu'on n'explique pas envers nos frères, qui, bon, quand on ne prend pas de la distance pour se dire, bon, peut-être pour nous pousser à faire davantage, à dépasser nos limites, on garde nos frères dans nos cœurs, on se dit, bon, c'est le préféré de papa, c'est le préféré de maman, alors qu'on arrive, que ce n'est pas ce qu'on veut expliquer ou ce qu'on veut faire passer comme message en faisant la comparaison. Donc, si on veut faire une comparaison, soyons clairs et démontrons à l'enfant l'objectif. Mais si c'est une comparaison qui nuira à l'enfant, qui dévalorise, qui dévalorise l'enfant, ce n'est pas la peine, quoi. Alors, Emmanuel Garcia, avant d'aborder le sujet justement sur les comparaisons, vous en avez combien de frères et sœurs? Alors, j'ai 3. Moi, je suis le Benjamin. J'ai 2 sœurs aînées et un frère aîné également. Mais les femmes sont les aînées, mon grand frère et il y a moi. Et vous. Donc on est 4. Bon, vous allez nous dire tout à l'heure si c'est vrai que les Benjamins sont les chouchous de tout le monde. Pas de problème. D'accord. Alors, les comparaisons. Je crois fondamentalement que comparaison n'est pas raison, comme on a l'habitude de le dire. Et moi, je recommanderais aux parents d'éviter en fait de comparer les enfants, de dire par exemple que ton frère est plus gentil que toi, ton frère lui il écoute quand on lui parle. En réalité, l'objectif de cette comparaison-là, c'est pour nous amener à prendre conscience, à savoir que attention, si le petit frère fait mieux que soi, c'est que peut-être l'aîné, il devrait mieux se comporter. Mais le problème avec ces comparaisons, quand ça dure et que demain les parents ne sont plus là, ça fait en fait des frères, chacun se retranche, chacun se met en fait dans son coin et parfois ça amène des conflits. Ça fait que des personnes qui sont nées d'un même père et d'une même mère se retrouvent en fait en position d'ennemis demain. Parce que quoi, au moment où ils étaient tous sous le même toit, on prenait l'un comme enfant privilégié aux dépens de l'autre qui était peut-être souvent traité de racaille. Par contre, là où la comparaison serait recommandée, ça peut être au plan académique. Ça peut être par exemple dire que attention, telle personne travaille, il faut que toi aussi tu fasses de même. Je pense que il faut faire les comparaisons d'un point de vue positif. Et quand il ne faut pas utiliser les comparaisons pour faire des remontrances ou des reproches à l'autre. Dis que non, toi tu es trop agité, tu te fâches tout le temps, alors que l'autre, ce n'est pas le cas. Alors que sur le plan scolaire, par exemple, on peut prendre appui là. Quand il s'agit de faire des reproches, le mieux c'est de voir l'autre en privé et de lui parler. Même si on doit comparer, il ne faut pas qu'on fasse cette comparaison devant les deux
Sinon, ça va créer en fait un déséquilibre, même dans le sentiment d'acceptation de l'un et de l'autre. Très bien. Alors, Junior, en dehors des comparaisons, parfois les parents aussi gardent une certaine, disons, complicité avec un ou deux enfants et les autres se sentent, disons, ils sentent que, bon, ils ont un enfant privilégié et là, il ne faut pas forcément taquiner l'autre parce qu'on sait que tout de suite, c'est lui qui aura peut-être raison. En tout cas, la relation est biaisée là, à ce niveau, entre frères et sœurs. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut déjà remonter pour voir dans quelles conditions déjà l'enfant est né. Et il arrive parfois où vous allez voir apparaître des enfants qui sont nés dans un moment où les parents, il y avait quand même une bonne harmonie avec la mère et tout cela. Et vous voyez, immédiatement, c'est naturel. Ils ont beaucoup plus d'amour pour ces enfants-là. Et qui sont nés dans de telles conditions, et vous allez voir encore d'autres enfants qui sont nés dans des conditions vraiment très difficiles, et tout cela, le papa a peut-être vécu beaucoup de situations quand même qui l'ont amené à dire. Donc vous voyez, il y a déjà ça qui crée déjà la décadence. Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'il y a les parents qui préfèrent peut-être telle fille, vous comprenez déjà que les filles sont beaucoup plus attachées à leur père. Et c'est réciproque dans tous les cas. Donc, quand ça arrive comme ça, je pense que il faut prendre de la hauteur. Et ça arrive chez moi. Il faut prendre de la hauteur. Moi, je suis l'enfant rebelle de ma famille. Donc, croyez-moi, je me dis souvent que j'ai peut-être pas besoin de ça. Mais je vois l'amour que mon père a peut-être pour ma grande sœur. Il y a cette complicité qui est en eux. Après, quand vous voyez cela, il faut se dire, mais écoutez, après tout, l'amour, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. Il faut comprendre cela, il faut l'accepter. Mais quand vous ne l'acceptez pas, c'est là qu'il y a de cette jalousie. Et croyez-moi, quand ça part de la jalousie à l'action, ça devient autre chose. Donc, tout est une question de hauteur quand il s'agit de ces sujets. Mais quand on est enfant, est-ce qu'on prend de la hauteur? Non, mais quand on est enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a cette frustration, mais ça revient aussi aux parents de montrer à l'enfant que, écoutez, l'amour que j'ai pour toi, c'est le même amour que j'ai également pour ta soeur. Donc, comme l'a dit M. Roger, être parent, c'est un grand rôle. Le parent doit contrôler tout et éviter beaucoup plus les frustrations. Roger Leméjur. Oui, il faut éviter des comparaisons dévalorisantes. Il faut tout faire pour éviter cela. Parce que vous allez parler, on dit que la parole, c'est une phrase qu'on lance. Mais on ne peut pas courir pour rattraper la phrase. C'est comme un caillou qu'on le lance. Quand vous lancez un caillou, vous ne pouvez pas courir pour rattraper le caillou. Avant que ça ne tombe. C'est parti, et c'est parti une fois pour tout. Bon. Il faut faire attention. Maintenant, il faut faire des comparaisons qui valorisent l'enfant. La plupart du temps. Quand vous avez votre enfant qui a des comportements négatifs, il faut le dire seul à seul. Mais attention, quand vous le dites seul à seul, ne répétez plus à un autre enfant. Parce que l'enfant va dire, ah, c'est papa qui m'a dit ça. C'est maman qui m'a dit ça. Il faut le dire seul à seul et implorer le Dieu de nos ancêtres à l'aider à changer. Parce que si vous ne le faites pas et que les comportements perdurent, c'est la société qui va le lui reprocher. Et c'est votre image qui prend un coup. Laissez plutôt les gens dire à votre enfant, pourquoi tu as un tel comportement négatif, c'est vous qui allez prendre sa défense. Mais jamais lui dire, il faut faire très attention pour sortir, même si, parce que ces comportements-là sont liés aux gènes. Tout à fait. La valise que votre papa a donnée, la valise que maman a donnée, c'est dans ça que vous avez pioché pour créer votre personnalité. Donc, il faut faire très attention pour ces genres de choses-là. Parce que l'enfant, il est en train de grandir, il est en train de forger sa personnalité. Mais s'il y a des éléments négatifs que vous l'aidez à retenir, il va les retenir une fois pour toutes. Et ça va créer des problèmes dans la famille. Et quand il y a problème dans la famille, c'est la société qui reçoit les coups. Alors, de vos deux enfants, vous en avez un préféré? Bon,
je peux le dire peut-être ici. Mais j'ai un préféré, mais je ne peux pas le dire. C'est ça. Qui me satisfait si un certain nombre de plans. Mais je ne peux pas le leur dire. C'est ça. C'est ça. Et généralement, dans l'air culturel adjatado, c'est lorsque le père commence par prendre de l'âge et qu'il se dit, bon, l'heure est en train de sonner, qu'il parle. Ah oui. Ah ouais, qu'il parle. C'est plus sage. Très bien. Poursuivons nos échanges sur justement la position de chaque personne. C'est vrai, nous avons parlé de celui qui est au milieu, qui est un fin négociateur, et l'aîné qui est responsable, qui se voit responsable de tout. Et le Benjamin dans tout cela, c'est vrai que il est là, oui. Il est là. Et le Benjamin dans tout cela. Alors, moi, je pense que le Benjamin, quand je prends moi mon cas, c'est vraiment un conciliateur. C'est vrai que de ma position, et comme le collègue à côté l'a dit, tout dépend de comment l'enfant est né. Moi, dans mon enfance, en fait, je tombais souvent malade, ce qui fait que mes parents, forcément, avaient beaucoup plus l'attention sur moi. Et vous savez, on dit souvent, voilà, donc on interdisait à tout le monde, peu importe ce que je faisais, j'étais le protégé. Et tu en profitais? Oui, oui. Ah, oui. Mais en grandissant, en fait, je me suis découvert ce rôle-là d'homme pacifique ou de celui qui était pacifique dans ma famille parce que... Oui, le médiateur ou le négociateur, comme le rôle qu'on a attribué au cadet. Cela, pourquoi? Parce que très souvent, je n'ai pas l'habitude de prendre position pour quelqu'un. Moi, j'ai 2 sœurs, j'ai un frère. Donc, parfois, si c'est les 2 grandes sœurs qui se disputent, déjà, je n'ai rien à dire dedans parce que c'est déjà mes aînés. Par contre, mais quand ils finissent, je sais par exemple que je peux aller voir tel pour lui dire que, mais attention, c'est notre grande sœur à tous. Donc, peu importe ce qui vous divise, il y a que tu ne peux pas lui dire ça. Et même à l'aîné aussi, je lui dis, ah, c'est vrai, tu es notre grande sœur, mais le mieux, en fait, c'est d'éviter de sortir ici où, en fait, parce qu'à un moment donné, mon père, lui, il allait travailler à Cotonou, donc j'étais seule avec maman. Et parfois, quand mon frère, quand ça lui prend, lui, il était très, très turbulent. Donc, le rôle que je faisais, en fait, c'était comment faire pour que, entre frères, que nous restions en harmonie, qu'on grandisse, qu'il y ait la bonne ambiance. Moi, j'étais quelqu'un de base, je ne supporte pas la rancœur. Parce que je me dis, quand tu es en rancœur avec quelqu'un, c'est une charge. Il faut encore engager un processus de réconciliation. C'est trop la paresse pour ça. Donc, ce qui fait que, parfois, j'entre très rarement en conflit avec mes soeurs ou avec mon frère. Maintenant, quand il y a conflit, ça n'ira pas jusqu'à on va se battre. Non, moi je sais bien parler. Donc, en voulant, s'il y a conflit, si on ne s'entend pas, oui, on va se dire certaines choses, on va se blesser verbalement, mais pas à coup de poing. Oui. Mais quand je sais que j'ai tort, je me rapproche de celui ou celle que j'ai offensé pour lui faire mes excuses par rapport à ce que je lui ai dit de blessant, mais je lui fais observer aussi que je n'ai pas aimé cela. La dernière chose que je vais dire, c'est quoi? Je suis quelqu'un de très complice avec ma mère. Donc, ce qui fait que quand elle remarque que voilà, il n'y a pas d'entente entre si, il n'y a pas d'entente, je suis comme l'émissaire. Où elle vient, elle est fatiguée, elle ne va pas tout le temps être là à gérer les caprices des aînés. Donc, quand elle vient me dire son avis par rapport à tel conflit, elle trouve que on peut passer, par exemple, peut-être par la sœur cadette pour pouvoir calmer le jeu. Là, elle m'envoie vers elle pour lui parler, pour peut-être l'amener à aller faire ses excuses à l'aîné, même si elle n'a pas tort. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Très bien. Alors, est-ce qu'on a, quand on est à une position peut-être un peu plus grande, est-ce qu'on a le même regard sur le Benjamin?
Le même regard sur c'est-à-dire qu'il est le négociateur ou bien parfois quand on est peut-être le cadet ou bien l'aîné, on a l'impression qu'on n'a pas imprimé la même rigueur qu'au Benjamin. On lui a permis beaucoup de choses. C'est comme ça. Bon, si je parle de mon exemple et des exemples que j'ai eus dans mon environnement, ce n'est pas l'impression, hein, c'est comme ça. Parce que le Benjamin, souvent, à moins que ce soit des enfants qui ont été faits très tôt, le Benjamin arrive à un moment où, bon, on dirait le soir. Et donc après, les parents ne sont plus aussi rigoureux, fougueux comme avant. Quand je vois les petits, je compare avec la façon dont on nous a tiré les oreilles. Je vous promets, parfois je reste là, je les regarde, je dis, mais attendez, vous là, vous êtes venus quand? Tout est bien maintenant, hein? À notre temps, imaginez. Donc c'est comme ça d'habitude. Les parents, ils ont déversé toute l'énergie qu'ils avaient au premier. Et donc, le dernier, c'est un peu comme le reposoir. C'est lui qui passe plus du temps avec nous. Donc, on est plus attentionné, on partage tout. Parfois, tu es étonné de voir les discussions avec les Benjamins. On a l'impression, mais attendez, avant, on ne nous disait pas ces choses. On ne passait pas du temps, on ne nous racontait pas. Tu les vois raconter tout et rien. Ils sont parfois comme tu le dis, complices avec maman ou papa. C'est souvent comme ça. Bon, on ne sait pas, on ne pourrait pas expliquer, mais c'est naturellement comme ça. On va prier pour venir Benjamin peut-être. Non, c'est déjà passé. La rigueur des parents a diminué. Oui, la rigueur des parents a diminué. Parce que la fougue de départ a diminué, parce que peut-être l'aîné est parti, les deux sont partis. On est peut-être avec le Benjamin, tu ne vas pas continuer d'être rigoureux. Tu seras seul. C'est ça, il faut qu'il soit là. On a dit, non, c'est comme ça. C'est comme ça. La fougue de départ s'estompe et puis on est obligé d'engager le dialogue beaucoup plus proche avec le Benjamin pour se sentir un peu plus entouré, quoi, c'est tout. Ok. C'est tout. Très bien. Bientôt 8h30, alors Junior, je vais devoir vous libérer pour installer Nafissatou Hassani pour la suite de l'émission. Mais attendez, non, votre mot de fin quand même. Comment trouver sa place dans la fratrie pour nos téléspectateurs? Moi, je pense que chacun doit pouvoir s'identifier sur sa personnalité, en quoi j'ai contribué dans la famille. On peut être aîné et perdre sa place. On peut être le Benjamin et jouer le rôle de l'aîné. Tout dépend de la personnalité que nous engageons dans la famille. Et je pense que chacun doit pouvoir veiller sur cela. Merci beaucoup, Junior Azoratin. Vous êtes responsable marketing dans une entreprise de la place, je le disais à l'entame de l'émission. Alors, votre départ me permet de voir un tout petit peu le mot du jour. Nous parlons de frères et sœurs et le mot retenu, c'est bien frangin. Marius Kenji nous donne plus de détails. Même plaisir et même envie à vous faire découvrir ou à vous faire rappeler quelques sens du mot frangin. Nous allons commencer par épeler le mot. Frangin s'écrit F-R-A-N-G-I-N. Frangin est un nom masculin. Son féminin est frangine, qui s'appelle F-R-A-N-G-I-N-E. Ainsi, nous allons utiliser les deux, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Frangin d'abord, de frère, avec l'influence de franc. Frangin est un nom populaire, frère ou sœur selon qu'on utilise frangin ou frangine. Sens 1. Frangin est un mot familier qui veut dire garçon ou homme ayant des rapports familiaux avec une fratrie, c'est-à-dire une personne masculine née du même père et de la même mère qu'une autre personne appelée communément frère ou sœur en fonction de son sexe. Synonyme, frère, frérot, copain, camarade. Antonyme, adversaire, ennemi. Sens 2. Frangine, fille ou femme ayant des rapports familiaux avec une fratrie, c'est-à-dire une personne féminine née du même père et de la même mère qu'une autre personne
appelé communément frère ou sœur en fonction de son sexe. Synonyme, sœur, sœurette. Le mot frangin est aussi un surnom donné à un frère dans le jargon de la franc-maçonnerie. Pourquoi dit-on frangin? Un peu d'histoire. De l'argon canu lyonnais où le mot serait une déformation de frangeur, ouvrier qui fait des franges. Le nom de famille frangin est attesté au XVIIe siècle. Notez bien, un argon, c'est un vocabulaire et habitude de langage propre à un milieu fermé dont certains mots passent dans la langue commune. Frangin aussi serait un dérivé irrégulier de frère. Le suffixe est incompréhensible, mais dans toutes les langues, les équivalents familiers de frère ont subi beaucoup de déformations. On dit aussi fralin. Une citation sur le mot frangin. Je cite, « Tu vois ce gars-là, dit-il à sa femme, c'est un pote, c'est un frangin, il pourra venir à la piole quand il voudra. » Je cite, « Tu vois ce gars-là, dit-il à sa femme, c'est un pote, c'est un frangin, il pourra venir à la piole quand il voudra. » C'est de Jean Genet, extrait du journal du voleur paru en 1949. Voilà, nous recevons donc Nafissa Touassani, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Beaucoup de messages? Nous avons eu quelques messages ce matin. Nous allons commencer par celui de Adek. J'ai une sœur et deux frères. On se chamaille souvent sur des sujets inutiles. Il y a Astou qui nous dit, j'ai une sœur et un frère. Oui. On se dispute souvent pour la nourriture. Soit c'est le poisson de l'autre qui est gros, soit c'est l'autre qui a pris une grande quantité du riz. Je ne dirais pas qu'on se discute, mais plutôt qu'on se chamaille. Entre frères et sœurs, il y a toujours ce genre de choses. Oui, bien sûr. Le poisson, la nourriture, on connaît bien. On poursuit. J'ai deux frères, une sœur. Presque sur tout, les comportements bizarres que chacun adopte, des fautes qu'on commet, les taquineries, etc. Bien sûr. Alila, un mot sur ces messages. On se dispute sur tout, la partie de la nourriture. Souvent, ça arrive, on veut être le premier à se servir. Quand on se sert le premier, on prend tout pour s'assurer d'avoir pris. Et les autres ne sont pas d'accord. Tout ça contribue à l'harmonie dans la famille. C'était un message de Gloria. Nous allons poursuivre avec celui de Sadiat. Avant, c'était avec l'une de mes sœurs, ma grande sœur. Toujours les disputes, on ne peut même pas toucher à ces objets. Elle était tellement agressive, mais maintenant elle a grandi, elle a beaucoup changé. Elle joue le rôle d'une grande sœur. Que Dieu facilite davantage. Amen. Amen. Il y a Gracia qui nous dit, avec les plus grands, je m'entends souvent bien, mais avec les plus petits, ce n'est pas la joie, toujours des crises de colère. Oui. Il y a Anna qui nous dit que le plus souvent avec mon petit frère, car il est irrespectueux et ne veut pas comprendre ce qu'on lui dit. Tu es obligé de te disputer avec lui tout le temps. Emmanuel? Alors, je pense que c'est des choses qui sont vitales pour les relations frères et sœurs. Et les taquineries, en fait, lorsque ça manque, je trouve qu'on s'ennuie beaucoup à la maison. Quand on ne se taquine pas, souvent, on ne se comprend pas, on est là, on se demande mais pourquoi il ne me parle pas. On a même envie, en fait, quand même qu'il fasse de petites blagues, qu'il fasse qu'on rétorque, même si c'est, comme quelqu'un l'a dit, de petites chamaillures. Bien sûr. Mac, on se voit rarement, donc les disputes ne sont pas au rendez-vous. Les quelques rares fois qu'on se voit, on parle de tout et de rien. Des sujets d'actualité, de vie, de la famille. C'est plus ou moins calme. D'accord. Bonjour le plateau, la fratrie, c'est juste une relation paradoxale. L'amour des frères n'est comparable à rien d'autre.
Malheureusement, toutes les relations entre frères et sœurs ne sont pas toujours positives. Je me réfère à ces frères qui sont des rivaux malveillants et qui n'ont pas de sentiments positifs l'un envers l'autre. La vérité est que malheureusement cela est réel et peut arriver. En ce sens, bien que la rivalité fraternelle soit une conséquence naturelle de leurs états, une mauvaise gestion de ces sentiments peut conduire à l'établissement et assombrir une relation que la nature encourage à être merveilleuse. Quoi qu'il arrive, et même si les branches des arbres s'écartent, nous partagerons toujours des racines. Gabriel Adanro. Un très beau message de Gabriel Adanro. Roger Louangino. Je crois que la relation entre les frères, quand on a relativement chez c'est toujours chamaillerie parce que l'enfant, la nature de l'enfant, ce n'est pas de rester tranquille. Quand l'enfant n'est pas en mouvement, ça veut dire qu'il est malade. Mais lorsqu'on commence pas à grandir, commence pas à être adulte, les relations se compliquent. Oui. Parce que d'autres individus interviennent. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme. L'homme a une épouse, la femme a un époux, et les relations entre les frères et sœurs se compliquent. Oui. Voilà. Ça me permet de voir, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les frères s'éloignent en grandissant aussi. Voilà. De la fratrie, exactement. Et les sœurs aussi s'éloignent aussi de la fratrie, parfois. Autre message? Celui de Samuel Afoton. La fratrie, à nos jours, amène des problèmes entre les enfants. C'est vrai que chacun a sa place dans la famille, mais celui ou celle qui est à une place aujourd'hui doit aussi considérer les autres. Tout part de la fondation, c'est-à-dire de l'éducation. Samuel Afoyon, donc Afoton, oui. C'est ça, oui. Pour ce message-là. Merci. Alilat. C'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Même quand on a l'impression qu'on est le préféré de la famille, il ne faut pas en abuser. Parce qu'en abuser vous met en position de conflit avec les autres. Et même s'ils ne disent rien, en grandissant, ils peuvent grandir avec ce sentiment-là. Et à l'âge adulte, vous risquez de rompre les relations à un moment donné. C'est tout pour le message? Oui, nous allons poursuivre avec la pensée du jour. La pensée de ce matin nous vient de Gabriel Lebouvet. Un frère et un ami donné par la nature. Un frère et un ami donné par la nature. La nature. Emmanuel. Alors, peut-être avant de me prononcer sur la citation, j'aimerais dire, par rapport au dernier message de M. Afoton, ce qu'il dit en fait, c'est très essentiel parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes bien placé, vous avez un bon boulot, une belle maison, que vous allez mépriser vos frères qui n'ont peut-être pas eu la même chance que vous. C'est important d'avoir la même considération et de pouvoir parfois se rabaisser au même niveau. Vous avez certaines réunions familiales et peut-être parce qu'il est directeur ou il est à un poste mieux placé, il vient et c'est lui en fait l'homme aisé, donc il ne veut pas se mettre à un certain niveau. Quand on demande de faire certaines choses, il dit non, moi je ne suis pas dans ça. Le truc c'est qu'il faut rester humble malgré l'évolution de la situation sociale. Donc, par rapport à la pensée... On peut relire la pensée? Un frère et un ami donné par la nature. Merci. Alors, je pense que c'est très capital. Au-delà de la relation que nous avons entre frères, il faut prendre, en fait, le frère, justement, comme étant son ami. Quand je il s'appelle Luc, c'est quelqu'un, moi, par exemple, peu importe ce qu'il a dans sa vie, il me dit tout. Peu importe, même des situations en fait qui me dépassent, il me les confie et il veut m'écouter. Et c'est quand même quelqu'un qui cherche à rassembler tout le temps la famille. Aujourd'hui, chacun est en train d'évoluer quelque part, mais il ne manque pas d'initiative. Donc je pense que cette relation-là, quand on grandit et qu'on n'est plus à la maison, on a envie d'être avec ses amis. Alors que même entre frères aussi, on doit pouvoir le rester, pouvoir trouver des occasions de rester ensemble, de pouvoir discuter, de pouvoir rester même avec les parents qui sont peut-être seuls. Très bien. Roger Louangino. L'ami, c'est celui avec qui vous partagez certaines informations. Et le frère, c'est aussi celui avec qui vous partagez
certaines informations, les informations de la vie et de votre famille. Donc forcément, votre frère, c'est votre ami, l'ami avec lequel vous êtes obligé de discuter parce qu'il est là pour toujours. C'est ça. Alinat. Oui, votre frère vous connaît le mieux parce que vous avez grandi ensemble, peut-être il a eu le temps de vous connaître. Vous voulez tout partager avec vos amis, vous avez envie de passer du temps. Quand vous avez un souci, vous voulez qu'il soit là pour vous. Votre frère également est là pour vous. Par nature, c'est le premier ami que Dieu vous donne. Très bien. Nafisat. Notre frère, on ne le choisit pas. Il est là, donc c'est le premier ami qu'on puisse avoir. Les autres, on peut les choisir. Donc, et l'auteur nous dit, à travers sa pensée, que nos amis, c'est d'abord nos frères. Après, nous avons l'opportunité de choisir qui on veut encore pour être un autre frère, mais pas de sang. Il faut noter que Ernest Le Gouvet est né le 15 février 1807 à Paris et mort à Paris 2 le 14 mars 1903. Il est un écrivain français, dramaturge, poète, moraliste, défenseur des droits des femmes et critique. Très bien. Merci. Autre chose, l'histoire? Oui, une courte histoire de Lucas. Lucas est un petit garçon drôle et foufou. Il est fort comme un ours et rapide comme un cheval. Parfois, il est sale comme un cochon. Mais aujourd'hui, Lucas est calme et patient. Dites-moi pourquoi Lucas est calme et patient. Pourquoi? Dites-nous donc la réponse. Car il est devenu grand frère pour la première fois de sa vie. Ah oui. Ah oui. Comme ça peut changer une vie. Il sera jaloux peut-être, trop aimant peut-être, après ça va lui passer. Absolument. Il y a de ces cas-là, quand il y a un nouveau-né dans la famille, il y a certaines personnes qui sont choquées, voilà, il m'a piqué ma place et tout. Alors, vous avez combien de frères et sœurs? Vous êtes à quelle position? Je suis à la 5e position. D'accord. J'ai 3 sœurs, 3 frères. 3 sœurs et 3 frères. Donc, et quelles relations vous avez? Est-ce que vous avez des relations privilégiées avec certaines personnes? Qu'est-ce que je peux dire ça? Sinon, on est mélangés. Hein? On est mélangés, c'est la bonne ambiance, l'harmonie et tout. On est mélangés. Très bien. Alors, il paraît que les relations que l'on a avec nos frères et sœurs façonnent notre identité. Pas forcément ce que nous imprègnent les parents, mais réellement les relations que l'on tisse avec nos frères et sœurs. Bien évidemment, avec nos frères et sœurs, il y a l'affirmation de soi. Il y a l'envie tout le temps de se frayer une place, l'envie de s'exprimer. Parce que ce n'est pas facile quand vous êtes plus de 2, 3, qu'il y a des situations où peut-être il y a le préféré, peut-être que c'est lui qui travaille le plus en classe, on veut prendre son avis. Vous-même, vous essayez de trouver votre place, de vous positionner, de vous faire respecter et vous apprenez des choses qui vont vous servir plus tard. Vous apprenez à avoir des comportements qui, dans la société, vous permettront, en face d'une situation ou d'une autre, de savoir comment réagir, comment gérer. Si vous avez eu des frères qui sont très capricieux, qui tout le temps veulent être les seuls à avoir la parole, que plus tard vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a le même comportement, c'est plus facile pour vous de savoir comment réagir puisque déjà vous avez eu le temps de connaître ce type de personnes, vous avez eu des comportements, vous avez cultivé, acquis des comportements qui vous permettent, en face de cette situation, de savoir comment gérer. Donc, les interactions, comme je le disais, définissent notre comportement, définissent notre identité, notre personnalité plus tard. Emmanuel? Alors, je pense effectivement que tel que nous restons en famille, tel que nous restons avec nos frères, nos sœurs, ça façonne qui nous sommes et de plusieurs manières. Par exemple, ça nous donne en fait une capacité d'écoute. Si vous avez l'habitude d'écouter ce que votre frère vous dit, c'est beaucoup plus facile de pouvoir en fait prêter oreille attentive au dehors. Mais au-delà de ça, ça nous rend beaucoup plus responsables
par rapport à la situation qui se passe à la maison. Si vous êtes dans une famille où vous voyez que, bon, les gens, enfin, vos frères, en réalité, peut-être qu'ils ne prennent plus soin des parents, peut-être en fait qu'ils n'ont plus le souci d'évoluer parce que c'est chacun avec sa motivation dans la vie. Là où vous voulez exceller pour pouvoir prendre soin de vos parents, de votre mère ou de votre père, peut-être qu'eux, ils n'ont pas le même souci. Donc, en fait, ça donne une sorte de motivation de vite prospérer dans la vie, d'aller réellement de l'avant. Ou par exemple, lorsque vous êtes trop encadré, vous êtes trop surveillé par votre frère, ça vous donne cette envie-là de vouloir être indépendant. Donc, vous vous battez franchement pour vous libérer de ce joug familial. Très bien. Alors, l'autre chose aussi, c'est quand vous êtes l'enfant d'un seul parent et qu'on ne vous intègre pas forcément bien dans la famille. Comment trouver sa place? Famille recomposée? Oui, Ou famille oui, recomposée, oui. Et Roger l'original. Je n'ai pas pu comprendre la question. Très bien. Quand c'est-à-dire que vous avez des frères et sœurs, mais il y a l'un ou peut-être deux d'entre eux qui sont consanguins, tout simplement. Vous êtes l'enfant de la maman ou bien encore du papa seul, mais vous êtes avec vos frères et sœurs. Comment on s'intègre facilement? Comment est-ce que je peux trouver ma place parmi tous ceux-là qui ont leurs parents avec eux et moi, peut-être un seul? Bon. Voyez-vous, la cellule familiale, c'est un moule. Et chacun s'influence. Les parents aussi vous influencent. Et ce milieu vous impacte forcément. Et vous créez votre personnalité dans ce milieu-là, forcément. Vous allez tout faire pour trouver votre place. Seulement, si vous n'êtes pas l'enfant du couple, c'est un peu difficile. Parce que vous êtes peut-être l'enfant de la mère, de maman seule. Vous allez avoir des sentiments de frustration vis-à-vis de papa. Si c'est seulement l'enfant de papa que vous êtes, vous allez avoir des sentiments de frustration vis-à-vis de maman. Parce que je le dis, une fois encore, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Très bien. Nafisat? Eh bien, vraiment, je pense que dans ce genre de cas, on n'arrive jamais à trouver sa place. On essaie seulement de faire avec. Et tout à l'heure, vous étiez en train de dire, s'il y a le chouchou des parents et tout, ça va, ça vient. Par exemple, chez moi, il n'y a pas, pas de leader. Vous êtes obligé tout le temps de vous voir et tout. Quand tu fais bien aujourd'hui, demain tu fais mal. Changement. Voilà, donc il n'y a pas. Donc, ça ne crée pas de petites frustrations. Et quand il y a quelque chose qui arrive à l'un, tout le monde est content. Il n'y a pas de jalousie. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? On ne sait pas ce que la vie te réserve à toi. Autre chose peut venir et tout. Donc, ça va, ça vient. Oui. Dans ces situations, ce qu'il faut craindre le plus, c'est parfois que les parents n'aient pas les mêmes limites en termes d'éducation. Vous voyez, quand c'est l'enfant de papa, je suppose, qu'après ils ont eu des enfants avec une autre femme, et que le premier enfant qui n'est pas de la famille veut être exigeant, veut s'imposer aux autres. Parfois, quand l'autre parent qui n'est pas son parent, son père ou sa mère biologique veut intervenir, on a l'impression qu'il en fait de trop. Vous voyez? Et dans ces cas, c'est compliqué. Ce sont vos propres enfants qui perdent leur place, qui n'arrivent pas à avoir leur place dans la famille, et tout est dans la discussion. Vous ne pouvez pas avoir une famille recomposée et ne pas être strict sur les limites. C'est que si c'est comme ça pour vos enfants, ça doit être comme ça pour l'enfant de l'autre. Il ne faut pas qu'on fasse la différence. Parce que la différence crée la frustration. Avec la différence, vous n'arrivez pas à avoir votre place. Vous avez l'impression que le monde vous en veut et partout où vous serez, ce sera comme ça pour vous. Vous n'avez jamais été intégré à la maison. Ce ne sont pas les autres qui vont vous accepter. Et vous vous construisez cette image de vous qui se réjaillit sur votre comportement, sur votre façon de voir et d'affronter la vie. Emmanuel? Alors, je pense c'est comme Alilat. Alilat. Autant pour moi.
Parce que je trouve que les parents ont un rôle très, très essentiel à jouer. Ce n'est pas aisé pour un enfant ou un frère, en fait, dans ce genre de famille ou dans ce type de situation, de pouvoir trouver facilement sa place. Imaginez quelqu'un qui essaye quand même de se rapprocher des autres enfants, de jouer avec eux et il est rejeté, il se sent exclu. Les parents ont fortement un rôle à jouer pour mettre tous les enfants sur le même pied d'égalité. C'est fondamental. Et à un moment donné, c'est que il faut être aussi à l'écoute. Le problème, en fait, avec ce genre de famille, c'est que les parents n'ont pas le temps. Ou c'est peut-être, je suppose, c'est l'enfant du papa. Il n'est pas souvent là. Et l'enfant est peut-être à la maison et subit toutes les frustrations de la part de la mère et des autres enfants. Quand c'est comme ça, il aura envie de fuir. Donc, il faut que le parent soit vraiment à l'écoute. Il faut que les deux parents fassent cette clarification de valeurs pour savoir et admettre en fait que les enfants de l'autre sont mes enfants et que, enfin, vice-versa. C'est essentiel. Et maintenant, entre enfants aussi, comme on le répète souvent chez nous, il n'y a pas de demi-frère en Afrique. Vous êtes des frères. Pour quand vous avez un même parent, au moins en commun, vous êtes des frères. Donc, c'est vraiment éviter de... C'est vrai que c'est très difficile, mais l'idéal serait qu'on évite de faire certaines démarcations et de nous considérer comme des frères et de pouvoir vivre dans cet esprit-là. Très bien. Nous parlons de fratrie, c'est vrai, mais bon, on ne va pas quitter ce plateau sans dire un mot sur ceux-là qui sont des enfants uniques. Ils sont avec leurs parents tout seuls, c'est peut-être une autre réalité. Et un mot pour eux. Ils trouvent souvent leurs frères dans les amis. On cherche toujours. Les enfants uniques cherchent toujours des frères qui ne sont pas puisqu'ils sont uniques et ils en trouvent. Ils cherchent, ils en trouveront, ils en trouvent qui, parfois même, on parle d'unique, mais même dans nos familles, parfois on trouve des amis qui sont plus complices et qui représentent beaucoup plus que nos frères. Donc si on est unique, il faut trouver quelqu'un. Parfois les parents essaient aussi de jouer le rôle d'amis, de petits frères, et qui fait qu'on constate que les enfants uniques sont trop gâtés, entre griffes, parce que les parents sont là pour essayer de jouer le rôle de ces frères qu'ils n'ont pas. Mais ils essaient aussi de trouver dans leurs amis, dans l'environnement, des personnes avec qui se chamailler, avec qui vivre la fratrie. Roger Lemedina. Oui, en Afrique, il n'y a pas d'enfants uniques. Parce que les enfants de ton oncle, ce sont tes frères. Oui. Les enfants de ta tante, ce sont tes frères. Oui. C'est pour ça que l'Afrique est unique. Tout simplement. Il n'y a pas d'enfant unique, mais l'Afrique est unique. Alors, pour mot de fin, comment trouver sa place dans la fratrie, chers invités? Emmanuel. Alors, comment trouver sa place? Moi, je pense qu'en tant qu'enfant ou en tant que frère, Benjamin, ou cadet ou aîné, en tout cas, je parle en tant que Benjamin, il faut être très compréhensif. Il faut être à l'écoute. Respecter en fait les autres. Il faut en fait concéder à chaque personne dans la famille la place qui lui revient. En tant qu'enfant, pour trouver sa place également, c'est se foutre pas mal de l'héritage. Parce que quand vous êtes quelqu'un et vous cherchez tout le temps à utiliser les biens de vos parents ou à s'accaparer, les autres vous voient mal. Et demain, quand les parents ne sont plus là, c'est qu'on considère que c'est toi le frère toxique qui va peut-être chercher à évincer tes frères. Donc, du coup, il faut rester concentré sur son travail. Il faut chercher en fait à subvenir à ses propres besoins, être indépendant financièrement et être sage vis-à-vis des autres. Quand on a un bout de temps, aller en famille, voir ses frères, trouver des occasions de rassemblement. Merci. Afisat. Moi, je dirais qu'il faut respecter l'hiérarchie. Quand vous respectez vos grands frères et tout, en retour, vos petits frères aussi vont forcément vous respecter. Et il y a ce que j'appelle l'harmonie. Quand il y a de l'harmonie, on trouve vite sa place. Personne n'est frustré, personne n'est mis de côté et tout. Donc, on essaie de se comprendre. Très bien.
Alila? Je prête à Nafissat sa première phrase, il faut respecter la hiérarchie, c'est très important. Quand les autres sentent que vous les respectez, eux-mêmes s'impliquent davantage pour vous respecter. Pour les parents, je dirais, on l'a dit assez sur l'émission, d'éviter les étiquettes, de poser des limites et de recadrer. Il ne faut pas toujours prendre un pour celui qui fait mal, qui ne comprend pas les autres, et l'autre pour le plus sage. Il faut laisser les enfants s'investir, explorer leurs compétences, leurs capacités, leur amour, combien de fois ils sont disposés à s'entraider et tout ça. Et selon le besoin de l'enfant, il faut être là pour eux. Roger Lemajou. Comment se frayer un chemin dans la fratrie? D'abord, dans un premier temps, il y a 2 temps. Le premier temps, c'est l'insouciance. On est conscient de rien, on est responsable de rien. Mais avec le temps, on commence par être adulte et là, il faut s'attacher au travail. Parce que le travail seul conduit à l'épanouissement. Et lorsque vous travaillez bien, vous prenez vos responsabilités, vous prenez votre place. Oui, et on vous respecte. Et on vous respecte. Merci infiniment. C'était de très bons moments passés donc avec vous, Emmanuel Gancet. Merci à Alila Toutraman, Nafissatou Hassani, Roger Lumenchino. Merci également à vous. Nous avions également reçu sur le plateau Samson Ahaloupe et Junior Azon Hatin. Alors, chers amis téléspectateurs, je retiens tout simplement qu'il faut du respect, l'indépendance, prendre son indépendance avec le travail plus tard et bien sûr s'entraider quand vos frères et sœurs sont dans le besoin tout simplement. Merci à vous de nous avoir suivis et nous espérons que nous avons comblé vos attentes vis-à-vis de cette thématique du jour.